à côté de chez moi, il y a une espèce d'immeuble de rapport, comme on disait autrefois dans les romans du 19e siècle, dont les locataires changent très très souvent parce que ce sont des gens qui sont là avec des aides au logement et qui sont souvent des gens qui viennent de l'immigration, qui viennent des collectivités étrangères, tchétchènes, albanais, etc., et qui sont là et qui passent quelques mois, généralement pas plus de quelques mois. Voilà. Et tous sont extrêmement pittoresques, parce qu'ils importent dans cette Bretagne vraiment banale des façons d'être et des comportements et des rapports à la délinquance aussi beaucoup, qui les rendent extrêmement attachants, d'une part, et puis extrêmement pittoresques dans leur façon de gérer l'espace dans lequel ils vivent, à savoir les appartements eux-mêmes, et puis le jardin, qui est parallèle au mien, et dont ils s'occupent à leur façon, c'est-à-dire comme plantation illégale, comme réserve de substances encore plus illégales, bon, etc. D'où visite de la police, chien policier, bon, et autres anecdotes intéressantes à raconter. Voilà. Donc j'avais commencé en fait au tout début de l'année dernière un petit texte qui racontait cela, mais qui le racontait de la manière la plus plate, je dirais pas, parce qu'il y a toujours un petit effort de phrase, mais qui ne relevait pas vraiment de l'écriture. Voilà. Alors, il y a des éléments de ça qui sont restés dans le livre tel qu'il est devenu. C'est plutôt vers la fin du livre, et en particulier un personnage qui s'appelle Tony. Tony dit la fuite. Voilà. Et puis est arrivé le confinement. Est arrivé le confinement, enfin le premier, le sévère, là, celui du printemps dernier. Et je me suis trouvé, comme bien des gens, confinés donc, mais confiné de façon luxueuse, c'est-à-dire confiné dans une maison, confiné avec précisément le jardin en question, confiné pas loin de la mer et de la campagne, bon, donc confiné un peu façon Versailles, quoi. Mais du coup, je me suis aperçu que l'espace dans lequel ce confinement m'obligeait à vivre, sans que cette obligation ait quoi que ce soit de douloureux, c'était le jardin. Le jardin, le mien, et puis les jardins que je voyais dans la proximité immédiate, simplement en me penchant à la fenêtre du bureau où j'écrivais. Et je me suis rendu compte assez vite, ce qui est assez banal d'ailleurs, que plus un jardin est un jardin, c'est-à-dire plus il est clôturé, plus il est une figure de l'enfermement, parce qu'il y a autour les clôtures qui sont censées vous mettre à l'écart du voisinage toujours suspect de vous emmerder la vie. Voilà. Donc plus c'est un espace fini, plus quand on creuse les sensations qui vous viennent de la fréquentation des 10 jardins, l'entièreté de la vie que vous avez traversée, l'entièreté de l'existence que vous avez vécue, voire des existences que vous avez rêvées ou imaginées, peut, cette entièreté, se localiser dans cet espace fini. Ce qui fait que, quel que soit le jardin qu'on contemple, il est traversé d'infini. Voilà. Et tout d'un coup, je me suis pris au jeu de tirer le fil, de le situer dans ces espaces clos, et dans la banalité à peu près totale de ce qu'est l'espace clos d'un jardin. Voilà, parce que tous les jardins sont semblables aux autres jardins, en fait. Je pouvais faire revenir une masse d'impressions, c'est plus des impressions c'est plus des couleurs, donc des impressions, des odeurs, des sonorités que des dessins, enfin que des dessins d'épisodes ou d'anecdotes ou d'actions. Bon, plus je pouvais faire revenir la quasi-totalité de ce dont j'ai dans la mémoire comme souvenir de ma vie, comme souvenir de la vie du petit Chino enfant, du Chino adolescent, dans le jardin de ses parents, et puis du Chino d'aujourd'hui, confronté à ce que la plupart du temps ces jardins-là sont devenus,
à savoir dans le pourtour des villes de toute taille, en particulier des villes moyennes comme celle où je vis, des parkings, des supermarchés, des ronds-points, des boulevards périphériques, voilà, c'est-à-dire la manière dont tout cet espace jardinier, horticole, a été massacré par la modernité des 40 ou 50 dernières années. Voilà. Et le livre s'est organisé comme cela, dans la capacité à faire monter de cet espace fini l'infini des sensations, et puis également une réflexion sur le devenir bétonné, saccagé, commercialisé de ce qui étaient ces espaces de bonhomie délicieuse. Le petit Chino, c'est Christian Préjean, ça va de soi. Sauf que dès l'instant où Christian Préjean prend la parole en tant qu'auteur, bon, il dispose devant lui les phases de ce qu'a été sa vie, les phases enfantines, les phases adolescentes, les phases de l'adulte, voire les phases de la vieillesse, en fait. Voilà. Et donc, autant lui qui écrit est une figure comment dire, unifiée par le simple fait qu'il est unifié par le fait qu'il trace, enfin qu'il écrit, il a face à lui la diversité des versions de sa propre vie, y compris les versions que sa propre vie n'a pas vécues effectivement, mais qui ont été par lui à tel ou tel moment rêvées. Voilà. Et ça produit une disparité, une pluralité qui est et qui n'est pas lui. Et il y a pas mal de passages dans ce livre qui concernent les débats écologiques d'aujourd'hui. Voilà. Donc il y a des opinions qui sont émises. Quelques lecteurs de fragments prépubliés ou que j'avais communiqués comme cela à des amis se sont un peu formalisés de certaines des prises de position du petit Chino sur les combats écologiques d'aujourd'hui. Voilà. Ce qui est une réaction légitime, mais en même temps qui est fausse, parce que les points de vue émis ne sont pas ceux de Christian Préjean, les points de vue émis sont ceux du personnage de Chino, qui d'ailleurs sont des points de vue eux-mêmes dédoublés, parce qu'ils dialoguent avec des copains ou des amis qui affirment un autre point de vue, et si quelque part un point de vue sur la question écologique aujourd'hui se dessine, il n'est jamais formulé, il est quelque part dans l'espace vide entre ce que Chino à tel moment dit, ce qu'à un autre moment il dit, ce que les amis avec lesquels il dialogue disent. Voilà. Enfin, c'est la logique, c'est le régime de la fiction, on n'est pas dans un régime de l'essai, ou du pamphlet, ou de la déclaration théorique, ou de l'analyse sociologique, enfin, je ne sais quoi. Enfin, dans la mesure où ce personnage de Chino est, avec les nuances que je formulais tout à l'heure, aussi le personnage de l'auteur, et il porte avec lui ce que cet auteur a vécu. Bon, moi, comme tu sais, je viens d'une famille de militants communistes de la grande époque, c'est-à-dire de l'époque de l'après-guerre, enfin, le moment où le Parti communiste fait 25% des voix en termes électoraux, où c'est le grand parti auquel la partie populaire, mais pas seulement la partie populaire de la collectivité française donne ses suffrages auxquels elle fait confiance. Voilà. Donc cet aspect-là, qui relève d'une mémoire objective, c'est-à-dire c'est effectivement ce que moi dans mon enfance j'ai connu. Le livre rapporte des bribes de dialogue et de conversation qui sont effectivement des bribes de dialogue et de conversation auxquelles j'ai été, quand j'étais enfant, confronté en comprenant ce dont il s'agissait quand j'ai commencé à avoir 13-14 ans et un peu de conscience politique, auxquelles je ne comprenais rien quand j'étais plus jeune, mais dont je voyais bien les enjeux polémiques et les tensions que cela produisait dans le cadre intime. Il ne s'agit pas de la politique planétaire, mais des répercussions de ces politiques planétaires sur l'intimité de l'expérience au quotidien dans une famille. Voilà. Mais pas dans n'importe quelle famille, c'est-à-dire dans une famille de militants communistes, c'est-à-dire des gens, ça on ne le mesure plus du tout aujourd'hui, je crois,
qui vivent dans une contre-société complètement organisée, structurée, qui ne relève pas simplement d'un choix d'opinion. Les communistes en 1950-60, c'est pas simplement des gens qui ont eu un point de vue politique autre que la plupart des gens autour d'eux. C'est des gens qui vivent dans une société complètement réorganisée par ces choix politiques. Ils ont leur propre bibliothèque, leur propre cinéma, ils vivent entre eux dans une espèce de phalanxtérisme militant, ils ont leur système de valeurs, leur presse, etc. C'est un monde complètement à part. Moi, c'est de ce monde-là que je viens, avec ceux qui s'en est transformé après, les conflits que ça supposait, les doutes, enfin, etc. Voilà. On passe dans les jardins dont il parle, dans les espaces de jardins ouvriers, par exemple, qui sont disposés autour du lieu où il vit. Bon, il voit passer des personnages, qui portent avec eux, parce que d'une manière ou d'une autre, ils en ont été partie prenante, des événements de type politique planétaire. Bon, tel ou tel voisin, par exemple, a été parachutiste pendant la guerre d'Indochine, et le simple fait d'aller prendre un goûter dans la maison où vit ce monsieur devenu alcoolique par désœuvrement après Dien Bien Phu, bon, fait ressurgir le souvenir. Alors le souvenir d'abord simplement anecdotique, sensoriel, sensuel, de ce qu'était cette guerre d'Indochine, et puis en élargissant bien sûr ce que fut cette guerre d'Indochine au plan de la grande histoire, au plan de la chronique politique, disons. Voilà. Mais d'abord c'est parce qu'il y a ce monsieur devant ses chopines, voilà, chômeur, qui raconte ses souvenirs, de son engagement, parce qu'il s'engage donc, pendant la guerre d'Indochine. De la même façon, un repas de Noël chez des grands-parents, il y a des absents, il y a des cousins qui ne sont pas là. Alors, pourquoi ils ne sont pas là? Ben, ils ne sont pas là parce qu'ils ont été mobilisés par le contingent pour la guerre d'Algérie à l'extrême fin des années 50. Bon, alors pourquoi ils ne sont pas là? Qu'est-ce qu'ils font? Où ils sont? Bon, dès l'instant où ces questions surgissent, mais dans l'intimité, comment dire, triviale de l'expérience que ce jeune garçon fait de la vie autour de lui, surgissent tout d'un coup des questions dont les réponses ne figurent que dans ce que la grande histoire, après coup, explique. Voilà, fonctionne un peu comme ça. Et c'est aussi pour ça que les temps se mêlent beaucoup, parce que pour avoir l'explication du fait qu'un cousin manque à table, comment dire, alors que dans le moment où il manque à table, aucune explication n'est à disposition du petit garçon qui constate cette absence, bon, il faut faire revenir dans l'après-coup le savoir historique que ce petit garçon devenu grand aura pour expliquer cette absence. Ces figures qui passent avec dans leur sac à dos le poids d'histoire, qui est l'histoire qu'ils ont vécu d'ailleurs, même souvent ils ne savent même pas qu'ils l'ont vécu, ils savent même pas qu'ils l'ont vécu. Mais bref, elle leur colle à la peau, l'Algérie leur colle à la peau, l'Indochine leur colle à la peau, les événements de la guerre froide, du temps de la guerre froide leur collent à la peau. Plus récemment, la désolation devant les paysages de banlieue ou des paysages horticoles massacrés par comme on le disait tout à l'heure, tout ça leur colle à la peau. Bon. Mais en même temps, ce sont des figures qui parlent dans leur langue, c'est-à-dire ce sont des figures populaires, les postiers ivrognes, les jardiniers un peu alcooliques aussi, bon, etc. Et des jeunes garçons qui font leur polissonnerie dans ce paysage-là. Chacun parle sa langue. Or, les langues que j'ai vues parler, que j'ai entendues parler
ou que je reconstitue, peu importe en l'occurrence, parce que tout cela est forcément reconstitué par l'écriture. Bon, c'était des langues extrêmement diversifiées, extrêmement multiples, tout le contraire de l'uniformisation linguistique à laquelle, il faudrait mettre beaucoup de nuances, mais à laquelle nous sommes peu ou prou soumis aujourd'hui du fait de la pression uniformisante de la langue qui nous vient des médias. La presse écrite bien sûr, mais bon, bien plus les médias audiovisuels, qui fait qu'aujourd'hui les footballeurs parlent comme dans l'équipe. Les footballeurs que j'ai connus, moi, ils parlaient comme des footballeurs, ils ne parlaient pas comme dans l'équipe. Voilà. Les gens qui autour de moi parlaient politique à table avec mon père, ils parlaient politique comme on parlait dans la vie courante de leurs problèmes du quotidien. Ils ne parlaient pas comme la télévision et les chaînes d'infos aujourd'hui parlent de politique. Voilà. Ce n'est pas surcodé comme cela. Voilà. Aujourd'hui, comment dire, les langues des banlieues, etc., reconduisent cette diversité. Voilà. Mais bon, il n'empêche qu'il y a quand même ce processus d'uniformisation. Donc il parlait dans la manière qu'a le peuple spontanément de parler, c'est-à-dire avec des argots de métier ou autres, avec des accentuations qui donnent à leur français une coloration idiomatique. Enfin, c'est presque un français par personne, en fait. Bon, c'est presque un français par personne. Et puis, mais ça tient à la géographie, disons, et à l'histoire de la région dont je parle, avec le souvenir que beaucoup d'entre eux avaient du breton que parlaient leurs parents, et qu'eux, parfois, parlaient encore. Voilà. Et plus encore de cette langue romane, toujours assez couramment parlée dans la région dans laquelle je vis, qui est le gallo, qui est la langue que parlaient mes grands-parents paternels et que mon père parlait encore, que moi je comprends, mais je parle pas. Voilà. Qui ne vient pas forcément en tant que langue, mais qui vient en tant que pression d'une autre langue sur la langue communément appelée le français, avec des effets de déformation phonétique, de coupure des mots d'une façon qui n'est pas la manière dont le français la coupe légalement, j'allais dire. Voilà. Donc il y a pour moi un effort presque de piété, en fait, enfin de nostalgie émue à reconstituer quelque chose, au-delà des contenus que les phrases proposent, à reconstituer quelque chose de ces tonalités-là. D'où la sensation d'un truc un peu bigarré et fortement oralisé, parce qu'effectivement c'est dans la langue orale que ces choses-là se passent. Voilà. Une bonne partie des expériences, enfin de l'expérience au sens ce qu'on a vécu, quoi, ou ce qu'on a vécu même si on l'a vécu que dans l'imaginaire, qui est évoqué dans ce livre comme dans la plupart des cas il est évoqué par la littérature. Une bonne partie de ce contenu d'expérience est traumatique. Enfin traumatique, je ne mets pas d'emphase sur ce mot, mais il est coloré d'angoisse. Il est coloré d'angoisse déjà parce que l'interrogation massive qu'est pour un enfant le monde est toujours peu ou prou colorée d'une inquiétude, d'une perplexité qui peut, selon les enfants, mais à mon avis pour tous les enfants, prendre assez violemment les caractéristiques propres à l'angoisse ou à la mélancolie dans les phases d'abattement. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que un livre comme celui-là, comme bien d'autres, part d'une sensation assez cruelle, assez cruelle de la disparition des choses, de la disparition des gens, de la brutalité des rapports qu'entre les gens le plus couramment on voit s'établir. Enfin bref, tout ce qui est plutôt de l'ordre
du douloureux, ou en tout cas du chagrin, Le négatif, on dirait, si on voulait faire comment dire, quelque chose d'un peu plus théorisé, quoi. Bon, c'est un fait, mais ce que je pense, moi, c'est que s'il y a une raison d'écrire, c'est par rapport à cela, c'est ça qui pousse à écrire. C'est-à-dire, si quelqu'un est poussé à écrire, c'est parce que les manières dont le monde couramment est représenté ne le satisfont pas, et qu'il faut qu'il trouve autre chose pour représenter ce qu'est pour lui la violence, même si aux yeux des autres c'est pas une violence, ce qu'est pour lui la violence de ce qu'il a traversé comme expérience pour vivre. Bon, sauf que ce qui m'intéresse moi, enfin ce qui dans mon esprit justifie le fait qu'on fasse des livres, et que en tout cas justifie pour moi le fait d'en faire, c'est de convertir ce poids de douleur, de mélancolie, de tristesse, de découverte de la cruauté, de difficulté à supporter le monde tel qu'il est, voilà, de convertir cela dans une espèce de joie, dans une espèce de vitalité, voire presque dans une espèce de bonne humeur, voilà, bon, de bonne humeur, de gaieté, comme ça, qui a pour but de convertir ce poids pénible en quelque chose de vif, de joyeux, quoi. De vif, de joyeux, c'est-à-dire capable de transmettre de l'énergie. Et ça se passe dans l'écriture. Pour moi, l'écriture, c'est ça. C'est une écriture qui, pour moi, réussit, subjectivement appréciée. C'est ce que je crois moi. Je ne veux pas dire qu'il faut que les autres le pensent, mais ce qui justifie l'écriture, c'est la capacité à reconstituer cette énergie dans le traitement de la phrase, dans l'emportement rythmique, dans tout ce qui fait que justement il y a écriture et pas simplement notation plus ou moins plate du phénomène du monde. La littérature, c'est la capacité à charger, enfin comme on charge une pile, quoi, comme au sens presque chimique ou physique de la chose, de charger chacun des éléments dont un langage se compose d'une puissance de représentation qui va au-delà de ce que habituellement on nomme la représentation et qui est à l'œuvre dans toutes les formes de l'expression verbale qui ne sont pas la littérature, dans le journalisme, dans l'essai, dans la philosophie. Je suis un grand lecteur de philosophie, etc., donc je n'ai pas de jugement par rapport à ça du tout. Bon. Mais il y a une position particulière par rapport à la langue qui consiste à dire la langue, c'est pas simplement des mots qui représentent des choses, qui se situent dans un espace de mimésis, de manière de nommer le monde par un outillage partageable entre tout le monde, bon, voilà. Mais la langue, c'est aussi ce qu'il y a entre les mots, c'est-à-dire ce qu'il y a entre les mots, c'est la manière dont rythmiquement, respiratoirement presque, ils s'articulent les uns avec les autres. La langue, c'est aussi le fait que chaque mot fait du bruit, et que ce bruit, si on le met en écho avec d'autres bruits qui sont produits par d'autres mots ou d'autres liaisons de mots, produit aussi peut-être pas du sens, mais en tout cas un effet sensible qui relève aussi de la constitution de ce qui sera, au bout du compte, du sens. Et puis, même, je sais pas, la ponctuation, la dimension des séquences les unes par rapport aux autres, le fait qu'une phrase va plus ou moins vite selon qu'elle est brève, courte, et puis le fait qu'après une phrase très longue, quasi asthmatique, enfin la phrase façon Proust, quoi, on met pof tout d'un coup une phrase très très brève qui casse le rythme et qui souvent produit un effet comique parce que précisément elle enrôle l'élan. Bon, tout cela, ça fait partie de la production, non pas des significations, les significations elles sont produites par le sens des mots, bon, voilà, point, mais produit, comment dire, les caractérisations d'un sens global qui comprend la sensation quasi sensuelle que la langue peut en nous provoquer. Voilà. Ça, on peut appeler ça plutôt la poésie, mais
Bon, la poésie, elle travaille aussi bien dans la prose que dans ce qu'on appelle les poèmes. Moi, si ce que j'écris ne me fait pas rire, ça m'ennuie vite. Enfin, rire, c'est pas au sens la gaudriole, encore que bon, tout ça aussi comprend le mauvais goût, les jeux de mots bêtes, enfin, des choses qui me font cher, parce que bon, ça me fait rire, et puis voilà. Bon, enfin, une espèce de scepticisme par rapport à la forme purement intellectuelle de l'intelligence. Je ne pense pas que le monde, la vérité, la sensation du monde nous arrive par l'intelligence. La vérité du monde, la vérité ambivalente du monde nous arrive par les sens, par la sensorialité, par la sensualité. Bon, mais la sensorialité, la sensualité, c'est compris dans la langue si on la fait travailler en tant que telle. Voilà. Donc, comment dire, moi j'essaie, pour ça que j'écris pas tout le temps, parce qu'on ne peut pas tenir cette intensité très... On peut la tenir longtemps dans le temps de plusieurs heures d'une séance de travail. On peut la tenir longtemps dans le temps de plusieurs semaines ou de plusieurs mois de la composition d'un livre. Mais une fois que c'est terminé, et que c'est terminé d'ailleurs par fatigue, par ennui, par incapacité à réveiller la tonicité, bon, après il faut des mois pour parler et penser et raconter les choses, je vais dire, comme tout le monde. Voilà. Bon. Mais s'il n'y a pas la jubilation que je dis, et bien que ce soit dans l'après-coup seulement, l'illusion ou le rêve ou comment dire, que cette jubilation soit d'une certaine manière par l'autre, un lecteur par exemple, partageable, bon, il n'y a pas trop de raison de faire ça, hein, de faire ça. Mais moi je le fais absolument pas dans la peine, hein, je le fais absolument pas dans la difficulté, bien que dans le détail ce soit difficile, mais je le fais dans l'allégresse. Je le fais dans l'allégresse. C'est d'ailleurs dont on voit bien à quel point elle est là aussi pour compenser ce que le monde au sens concret du terme n'a que de fort peu allègre. Voilà. Il s'agit de choses qui ne sont pas sans importance. Il s'agit par exemple de faire des séances d'écriture assez longues, enfin assez longues, ça n'excède jamais 3 heures. Bon. Pendant lesquelles le monde est ailleurs, c'est-à-dire il ne vous impose plus rien de ses dictats, ne vous contraint à aucune de ses oukases, même les emplois du temps, même les tracas domestiques, enfin rien, quoi. Rien qui puisse compenser ce moment injustifiable, et par ailleurs, mais bon, peu importe, mais c'est ce moment de triomphe sur les représentations auxquelles couramment on est soumis. Voilà. Bon, l'ordonnancement du temps, la clôture des espaces, le sens prédéterminé par des grammaires, enfin, toutes ces choses qui font qu'on est à l'idéologie soumis au quotidien. Enfin, moi comme les autres, hein, bien évidemment, n'importe quel écrivain comme un des mortels. Mais l'expérience prouve, de livre en livre, qu'il y a des moments où on peut être libéré de cela. Et un livre est le compte-rendu de cette libération, en tout cas au moins de cet effort de libération. Le goût du sobriquet, c'est un fait de la langue populaire. Hein. Jarry a fait ça dans la Dragonne abondamment. Bon, c'est récurrent cette histoire. Mais ça correspond aussi à ce que j'essayais de dire tout à l'heure, à savoir un nom, sur l'exemple précis, un nom propre, c'est un nom qui est vidé par l'usage d'une autre signification que celle qu'on lui assigne, à savoir désigner une personne. Ouais, je m'appelle Hirsch, je m'appelle Préjean, et puis on n'a pas besoin de savoir ce que Hirsch veut dire au point de vue du sens. On n'a pas besoin de savoir ce que Préjean veut dire du point de vue du sens. Sauf que et Hirsch et Préjean ont par ailleurs une, voire plusieurs, voire draguent avec eux tout un faisceau de signification. Voilà.
parce que derrière ton nom, il y a le nom d'un animal, qui n'est pas seulement un animal, mais qui est un animal emblématique du point de vue des mythologies germaniques, par exemple. Voilà. Dans Prigent, il y a l'idée qu'il y a des gens qui étaient là les premiers, et bon, c'est-à-dire, derrière chaque mot, mais derrière chaque nom propre, c'est plus frappant à vrai dire, il y a le soubassement, les caves, les souterrains entiers de l'histoire de la langue. Voilà. Et prendre les mots en général, et les noms propres en particulier, avec cette sensibilité au soubassement, aux racines, au fin fond, au 36e dessous de la langue, qui remontent en eux de l'instant où on les écoute autrement que comme des étiquettes posées sur une personne ou sur une carte d'identité. Bon, ça fait partie de cette volonté que rien, y compris une conjonction de coordination ou une virgule, soit dans un texte littéraire privé de sens, soit neutre et vide. Voilà, voilà. Alors, les sobriquets, comment dire, les surnoms, enfin bon, peu importe comment on appelle ça, complètent cet effort. C'est-à-dire, si quelqu'un s'appelle Godu, puisqu'il y a un personnage qui s'appelle Godu, ça c'est un nom breton, hein, avec du qui veut dire noir. Voilà. Si on l'appelle Godu Yekuzu, tout d'un coup, Yekuzu lui donne une caractéristique qui charge tout d'un coup l'appellation du personnage d'un surplus de sens. Voilà. Et c'est ce surplus de sens, ce surplus de sensation qui intéresse un écrivain. Voilà, on peut faire comme ça, on peut faire ça avec les sobriquets, on peut faire ça avec bien d'autres comment dire, moments d'interrogation sur la langue. C'est-à-dire, quand on écrit spontanément, ce qui vient, c'est du lieu commun. Quand j'écris moi spontanément, c'est le tas des lieux communs intellectuels et des clichés linguistiques que j'aligne. Pour écrire, il faut résister simplement au surgissement spontané du lieu commun et du cliché. Ce qui fait que tout, n'importe quel proverbe, dont on ne sait même plus que c'est un proverbe, n'importe quelle séquence un peu idiomatique, dont on a complètement oublié le sens original, bon, tout d'un coup ça se met à trembler et ça ouvre d'autres pistes. Ça ouvre d'autres pistes. Bon, je ne sais pas, quand un écrivain comme Boris Vian, qui n'est pas un génie de la littérature, mais bon, fait jouer les expressions toutes faites, un regard aiguisé par exemple, et voilà que le personnage se taille les paupières en pointe pour avoir un regard aiguisé. C'est simplement parce que Boris Vian, à cet endroit-là, s'aperçoit que aiguisé, on a oublié le sens quand on dit quelqu'un a un regard aiguisé. Mais si on prend aiguisé au sens propre, avec l'étymologie qui arrive derrière, ça produit une scène, ça produit une situation. Voilà. Bon, que nous on fait beaucoup ça. Pour Arnaud Schmitt, que je suis en train d'essayer de traduire en ce moment, il fait ça sans arrêt. Bon, c'est un des aspects du... Alors on dit toujours travail, et dans le travail ça donne toujours l'impression que c'est pénible, mais non, c'est très gai au contraire. C'est très gai parce que tout d'un coup, rien ne paraît évident, tout se met à trembler, et toutes les pistes s'ouvrent, et puis ainsi de suite. Quand j'écrivais ce livre, je lisais tous les débuts d'après-midi à 13h30, 14h, pétante, à Vanda, les 3, 4, 5, ça dépendait des jours, feuillets que j'avais écrits. Voilà. Et puis, donc, je veux dire par là que ça impliquait déjà une écoute, quoi, une écoute, l'écoute de quelqu'un d'autre. Voilà. Et puis quand le livre a été terminé, on a fait l'inverse, c'est-à-dire c'est elle qui lisait le texte, enfin, chapitre par chapitre, et moi qui écoutais, par sa lecture, ce dont il me semblait que ça aurait pu pas être changé du point de vue de ce que cela racontait ou des significations que cela proposait, mais du point de vue des rythmiques de phrases. Parce que, peut-être plus que dans mes livres précédents, la question principale c'est la phrase là-dedans. C'est-à-dire que
premier chapitre en particulier est un chapitre qui roule sur des phrases délibérément longues, un peu entortillées, mais en même temps simples aussi. Ça peut travailler sur le mot. Voilà, quand un mot bizarre surgit, je le signale comme tel, le mot capiteux, comme ça qui m'arrive tout d'un coup, que je trouve vraiment très débile. Donc je le garde comme tel avec le commentaire sur sa débilité. Mais c'est plutôt la phrase. Donc, comment dire, pour répondre à ta question, la dimension d'oralité possible, mais simplement possible, parce que c'est pas du tout sûr que ce livre puisse s'oraliser comme d'autres de textes que j'ai faits s'oralisaient spontanément. En tout cas, la dimension orale sous sa forme rythmicité, respiration, est incluse dans le travail, oui, bien sûr. Parce que la liste, enfin bon, c'est Rabelais qui fait ça le mieux, c'est une espèce de façon économique de gérer le travail, quoi. C'est-à-dire, c'est tellement jubilatoire d'accumuler, d'entasser, quoi. C'est comme la peinture, la pattern painting, c'est-à-dire plutôt que de faire des figures compliquées, on répète le même motif à l'infini, et le fait même de la répétition et du fait que la répétition peut être infinie, elle ne l'est pas et pour cause, bon, parce qu'il y a un quart au tableau et il y a une fin de chapitre, mais la potentialité de l'infini est présente dans la liste, et ça c'est un fait de jouissance en fait, parce que ça puisse continuer sans s'arrêter, ça, dans un monde où tout inéluctablement s'arrête, comme on le sait, ponctuellement, enfin par période et puis en fin de parcours de toute façon, l'idée qu'il y a une possibilité de mimer l'infinité est jouissive en soi. Voilà. Donc moi j'adore les listes, il faut que je me retienne plutôt pour ne pas en faire, quoi. Voilà. Mais quelquefois, quand elles s'engrainent et qu'elles deviennent irrépressibles, par exemple celle sur la visite au supermarché avec les différents stands que l'on peut visiter dans un hypermarché, c'est trop marrant à faire, quoi. Voilà. Là on a insisté beaucoup sur le travail de langue, on a insisté sur la joie, quoi. Il y a une dimension d'émotion dans ce livre aussi, parce que ça démarre avec la figure sensualisée du père dans son jardin, qui relève de la piété filiale simplement, hein, et de l'émotion qu'elle fait perdurer, mais comme c'est le cas pour tout un chacun vis-à-vis de parents dont ils pensent toujours, une fois qu'ils sont morts, qu'il aurait dû leur dire ceci et leur dire cela. Bon. Eh ben, en même temps, ça fait partie de l'expérience des hommes. Et puis, il y a aussi la dimension de désolation politique, quoi, qui domine un petit peu la fin de ce livre, parce qu'elle est concrétisée pour moi par le saccage des paysages et campagnards et voire peut-être plus marins de mon enfance. Voilà. Mais j'essaie que ce soit un peu discret, quoi, que ce ne soit pas de l'ordre de la nostalgie, parce que quand on a l'âge que j'ai maintenant, le penchant à la nostalgie, évidemment, peut être plombant, quoi.